Alors, on va du coup prendre de la perspective et un petit peu de hauteur. On va s'interroger un petit peu. Enfin, je vais vous partager quelques réflexions. C'est pas très très systématique, mais quelques réflexions sur ces questions de nosologie. Comment on construit une entité clinique? Qu'est-ce que c'est qu'une entité clinique? Comment on les distingue, etc. Et bien sûr dans le contexte qui vous intéresse vous, dans la limite de mes connaissances sur ce contexte. Ce que vous voyez là et que vous ne pouvez pas lire, mais moi non plus, même en me rapprochant beaucoup, c'est une liste de maladies dites rares. Et évidemment, ça ne va pas nous intéresser pour ça. Donc, quelques rappels, mais ça, vous connaissez ça beaucoup, beaucoup mieux que moi. Généralement, elles sont définies par la prévalence, tout simplement, ce qui est une approche très, très extérieure. Une maladie rare, c'est une maladie peu prévalente. Il y en a 7000 répertoriés, ce qui ferait 40% des entités nosologiques de la classification internationale des maladies. C'est assez intéressant à regarder. Une personne sur 5 dans le monde, 80% d'origine génétique. Beaucoup sont en fait inconnus. Vous devez connaître mieux que moi aussi ce réseau américain qui s'appelle le Undiagnosed Disease Network, que je trouve, dont le concept me paraît très très intéressant, c'est-à-dire regrouper ensemble des maladies non diagnostiquées dans une entité de prise en charge. C'est curieux. Enfin, disons, de mon point de vue à moi, qui est disons, plus axé sur la biologie des maladies et sur la recherche autour de ces maladies, c'est très paradoxal de mettre ensemble dans une entité des choses dont on ne sait rien du tout biologiquement. Mais par contre, évidemment, en termes de santé publique, ça a du sens. On va remettre ensemble tout un tas disons, de problèmes cliniques non résolus. Voilà, donc ça c'est une première question et c'est souvent c'est une question très importante pour les philosophes de la médecine qui a souvent été posée et discutée. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais si ça vous intéresse, on pourra en dire quelque chose. Très souvent, les philosophes de la médecine se sont posés la question de savoir si une entité nosologique c'était un concept de santé publique ou un concept biologique. C'est-à-dire, est-ce qu'on met ensemble, en fait, parce qu'une entité nosologique met ensemble des patients, une population, est-ce qu'on la met ensemble parce que c'est pratique ou c'est convenable pour par exemple, résoudre un problème dans la population, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose comme une hypothèse biologique derrière qui est solide, qui nous permet en fait de mieux comprendre ce qui se passe pour ces patients, quels problèmes ils ont, et comment les traiter. Voilà. Et c'est souvent un peu des deux, mais pas forcément dans les mêmes proportions. Ça, c'est un point qui me paraît important. Donc là, clairement, la maladie rare, c'est un concept de politique de santé, c'est pas un concept biologique, en fait. Mais je vais essayer, en vous proposant quelques réflexions, de faire quelques pas en direction de sa biologisation. C'est-à-dire réfléchir un peu à ce que peuvent avoir de commun sur le plan biologique, même quand la physiopathologie est très, très hétérogène, qu'est-ce que ces maladies peuvent avoir de commun. Voilà, est-ce qu'on peut trouver quelques exemples de maladies qui peuvent sembler n'avoir absolument rien à voir les unes avec les autres sur le plan physiopathologique, qu'est-ce qu'elles peuvent avoir biologiquement en commun. Voilà, alors ça on passe. Et c'est la première réflexion que je voudrais vous proposer. Ça c'est sorti d'un article paru il y a 2 ans maintenant. Donc, ce sont des chercheurs néo-zélandais qui ont regardé le profil épidémiologique de tout un tas de maladies plus ou moins communes et qui ont fait cette observation assez intéressante. Donc, alors, ils s'intéressaient, pour être plus précis, au lien entre maladie et âge, donc l'incidence de la maladie, la courbe d'incidence, et ils ont fait cette hypothèse très très simple, mais qui n'avait jamais été faite encore, qu'il y a en fait 4 possibilités, et 4 seulement, et 4 types, si vous voulez, de maladies avec des profils d'incidence assez différents. Donc, si on regarde ça... Le pointeur ne marche pas sur l'écran. Il faut montrer avec la main. D'accord, ok. Merci d'anticiper mon besoin, j'étais justement en train de me poser la question. Donc, le premier profil, il est bien connu, c'est vraiment ce qu'on appelle souvent une maladie liée à l'âge. Vous avez un profil de croissance exponentielle avec l'âge. Et donc là, l'exemple qu'il donne ici, c'est le cas absolument typique, c'est la maladie d'Alzheimer, avec une courbe qui grimpe comme ça, avec l'âge au-delà de 80 ans, ça explose. De façon intéressante, on le sait depuis longtemps, mais on faisait mal la différence entre les deux. Il y a un certain nombre de maladies qui ont ce même profil
de croissance exponentielle, mais avec un reflux. L'incidence diminue après. Donc, on donne souvent en exemple les cancers dans ce cas-là, sachant que ce n'est pas toujours très clair pourquoi l'incidence diminue. Est-ce que c'est vraiment l'incidence qui diminue ou est-ce que simplement on ne cherche plus de cancer après un certain âge, etc. Il y a plusieurs hypothèses possibles, hein, voire les deux, ça n'exclut pas forcément l'autre. Ici, il donne l'exemple de la fibrillation en français, on dit atriale, hein, on dit aussi atriale, qui aurait ce profil-là. Alors ensuite, vous avez des maladies avec un profil assez ventre mou, on va dire, c'est assez curieux, c'est-à-dire c'est un profil entre deux âges, c'est des maladies plutôt chroniques aussi. Et puis enfin, vous avez un profil de maladie plutôt jeune. Alors c'est intéressant qu'ils aient mis la schizophrénie ici et pas des maladies, on va dire, plus clairement mendéliennes, qui ont aussi ce type de profil, mais c'est intéressant parce que c'est évidemment très très frappant. Et puis l'incidence de la schizophrénie, c'est bien connu qu'il est effectivement, il survient assez jeune, autour de 20 ans à peu près, voire un petit peu plus ici sur la courbe. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on est face à des maladies rares, et en particulier pour les maladies auto-immunes qui peuvent vous intéresser, vous, je trouve que c'est intéressant de se poser cette première question. C'est quoi le profil d'incidence qu'on a pour cette maladie ou ces maladies, et qu'est-ce que ça peut nous dire de la biologie de ces maladies? Et souvent, enfin, je l'ai fait de temps en temps, et j'aime bien le faire avec vous, c'est avec les gens dans votre spécialité, parce que en immuno, on en a beaucoup, beaucoup des maladies, et on a souvent des maladies avec des populations qui sont assez petites, donc c'est pas toujours facile d'avoir une courbe comme ça très, très caractéristique. Et en plus, vous avez tendance à subdiviser la maladie en disant oui, mais il y a cette forme-ci, il y a cette forme-là. Ici, j'ai des patients qui ont plutôt cet âge-là, ils arrivent, ils sont jeunes, mais j'en ai d'autres, ils arrivent, ils sont vieux, ils n'ont pas exactement le même profil clinique. Donc c'est intéressant de regarder les choses sous cet angle-là. C'est une façon, disons, de regarder, de voir si on peut avoir des hypothèses biologiques derrière. Est-ce que c'est lié, par exemple, à de l'immunosénescence? Ok, j'avais pris une autre façon de présenter les choses, ça n'a pas beaucoup d'importance. Alors maintenant, deuxième chose, deuxième façon d'aborder les choses qui est liée à la première, c'est de s'intéresser à l'histoire naturelle de la maladie, ce qu'on appelait avant et ce qu'on appelle toujours l'histoire naturelle de la maladie, comment une maladie donnée évolue au cours du temps. Ce n'est pas tout à fait la même chose, même si les deux sont liés. Et là, je trouve que c'est intéressant aussi de subdiviser, de regarder un petit peu. Donc ça, certains modèles sont assez élémentaires, et d'autres, ça peut être un petit peu intéressant d'y réfléchir. Donc le premier modèle, c'est le plus simple, c'est le modèle de la maladie aiguë. Généralement, ça peut se représenter sur le plan épidémiologique par un pic dans le temps, bien sûr, dans une population pour une maladie infectieuse, par exemple. Donc, j'insiste pas dessus. On a un deuxième modèle qui est la maladie tardive, qui est souvent, donc il va présenter ses caractéristiques. Elle est liée au vieillissement, c'est-à-dire qu'elle survient plutôt chez le sujet âgé. Elle est chronique et incurable. Et sur le plan épidémiologique, bien sûr, elle pose le problème de ce qu'on appelle la transition épidémiologique, un problème qui est celui dans lequel on est déjà entré depuis quelque temps et qui va probablement pas s'arranger dans les années qui viennent. Donc on passe en gros d'un système de santé qui a surtout pris en charge les maladies aiguës, et on va vers un système de santé qui va devoir prendre en charge en fait surtout les maladies chroniques, tardives et incurables. Le troisième modèle que je trouve intéressant, enfin qui est important aussi, c'est le modèle de maladie précoce. Et ça, c'est une sous-partie des maladies rares. C'est-à-dire les maladies rares sont plutôt, les deux premières sont des maladies plutôt, enfin les maladies aiguës peuvent être rares aussi évidemment, mais les deux dernières sont intéressantes pour quand on s'interroge sur le concept de maladie rare, je trouve. La première, donc la maladie précoce, c'est les maladies précoces, je les conçois ici comme une partie des maladies rares, je disais, dont les conséquences vont s'accumuler, mais dont la maladie elle-même n'est pas évolutive. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va avoir exactement la même chose au cours du temps. La maladie ne se transforme pas au cours du temps, elle reste la même, elle produit les mêmes effets. Les effets peuvent s'accumuler, et donc la maladie s'aggraver en ce sens, mais le processus reste le même, il n'évolue pas au cours du temps. Vous voyez l'idée que j'essaie de proposer par opposition à une maladie de type vieillissement accéléré. Je l'appelle comme ça parce que en fait, ça va être une autre partie de ces maladies rares, mais dans lequel la physiopathologie va se transformer.
Pourquoi je fais cette distinction? Je pense en fait, typiquement, un bon exemple, une bonne illustration de ça, c'est le cancer, par exemple. Vous voyez, en fait, non, il se passe deux choses dans le cancer. Il y a une accumulation des effets du cancer, mais il y a aussi une évolution de la maladie elle-même. C'est-à-dire la maladie se transforme. Le tissu se transforme dans la maladie, et la maladie est une évolution en elle-même. Ce n'est pas le même processus, par exemple, une carence innée dont les effets vont s'accumuler tout simplement avec le temps sans que le processus pathologique lui-même ne se transforme. Ça, c'est le modèle 3. Tiens, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est le modèle 3, la maladie précoce, tandis que le modèle 4, vous avez une transformation de la maladie. Donc voilà deux modèles en fait, que je trouve intéressants à réfléchir sur le plan biologique. Alors maintenant, une autre façon de voir les choses, toujours de façon très très générale, c'est de s'interroger de poser la question comment, sur le plan de l'évolution des espèces, et donc de l'espèce humaine en particulier, comment il est possible que ces maladies n'aient pas été éliminées en fait au cours de l'évolution. Parce que c'est une question très générale, mais qui en fait est souvent aussi assez intéressante et donne des pistes de réflexion. En fait, si on y réfléchit, donc ça c'est ce qu'on appelle la médecine évolutionnaire ou la médecine darwinienne parfois, les gens posent cette question. Donc on commence par cette question. On se dit comment, sachant qu'une maladie c'est des effets délétères, c'est pas bon pour la reproduction en général dans une espèce donnée, pourquoi c'est pas éliminé au cours de l'évolution? Pourquoi au cours de centaines de milliers d'années, cette maladie n'a jamais disparu? Et donc il y a plusieurs types de réponses possibles à cette question très générale. Donc on va se poser la question ici sur ces maladies rares dont on parle. Alors c'est clairement la première chose, le premier élément, c'est que certaines maladies peuvent être sélectionnées au cours de l'évolution parce qu'elles ont un effet avantageux, généralement pour la reproduction. Donc là, clairement, probablement, on ne parle pas de ça. Mais il existe quelques maladies. Ça a été dit, par exemple, pour la maladie de Huntington. On a observé que les gens qui avaient la maladie de Huntington avaient une fécondité un petit peu supérieure à la moyenne. D'accord, pour des raisons qui n'étaient pas très claires, hein, mais on s'est dit qu'on a pu observer ça. Et donc, du coup, l'hypothèse a pu être faite de ce qu'on appelle l'antagonisme pléiotropique, c'est-à-dire le fait qu'un gène peut avoir deux effets opposés, un positif et un négatif, donc un positif précoce sur la reproduction, et puis un évidemment délétère et catastrophique, tardif sur la survie. Donc ça, c'est un premier modèle, mais en fait, finalement, c'est pas. On a des exemples d'antagonisme pléiotropique, c'est pas toujours très très clair que c'est le cas. Ou qu'on peut l'établir. En revanche, ce qui se passe, c'est que souvent, un certain nombre de maladies n'ont tout simplement aucun effet sur la reproduction, parce que leurs effets surviennent assez tardivement dans la vie, et par conséquent n'ont pas d'impact sur le nombre de descendants que les patients vont avoir. Et par conséquent, elles se transmettent et ne sont jamais éliminées par l'évolution. Donc ça, c'est un modèle qui est beaucoup plus simple et probablement ça arrive probablement beaucoup plus fréquent. On va dire que ces maladies sont tout simplement ni sélectionnées, ni contre-sélectionnées. Donc elles se maintiennent en fait tout simplement dans la population. Voilà, donc hop, on va passer ça. Alors, quelle différence, maintenant je vais me poser la question, quelle différence on peut faire entre des maladies qui sont rares et des maladies qui sont fréquentes de ce point de vue-là? C'est-à-dire, est-ce que ça change quelque chose au fait que ce soit sélectionné ou contre-sélectionné, le fait que la maladie soit rare ou fréquente dans la population? Mais aussi, l'autre point, la deuxième caractéristique qui me paraît importante également, c'est que ces maladies rares dont on parle sont aussi souvent très variables d'un individu à l'autre et très nombreuses. Alors, on va passer ça. Je vais afficher tout d'un coup, ça sera plus simple. Donc là, il me semble que, de façon générale, le deuxième type de maladie, les maladies, disons, plus fréquentes, sont plus facilement expliquées par ce modèle-là. Tandis que les maladies plutôt du modèle rare, sur le modèle rare, sont plutôt, on va dire, sur le plan génétique simple, et c'est plus difficile d'expliquer comment elles ne sont pas pourquoi elles ne sont pas contre-sélectionnées, pourquoi est-ce qu'elles sont maintenues dans la population. Donc en fait, ici, ce qui m'intéresse,
c'est de soulever ce point d'interrogation-là. Est-ce que sur le plan évolutionnaire, pour ce que je connais ce que j'ai appelé la médecine darwinienne ou la médecine évolutionnaire, j'ai jamais trouvé d'explication vraiment très très claire sur ce type de maladie-là. Donc en fait, elle pose un point d'interrogation, je dirais, aux biologistes qui essaient d'expliquer pourquoi ou comment ces maladies ne sont pas éliminées. Et encore un dernier point sur dernier élément de réflexion, différent encore. Tac, allez, je passe. Voilà, je voudrais avoir ça. Alors, il y a une autre approche qui a été proposée maintenant, ça fait une quinzaine d'années, qui est assez intéressante, qui est parfois appelée médecine des systèmes ou médecine systémique. L'idée étant de s'interroger toujours sur ces maladies rares et de se demander comment génétiquement on peut les concevoir. Et la proposition qui a été faite par Barabasi, donc un des grands noms de cette approche, c'est une approche assez générale, hein, qui va consister en fait à essayer d'identifier des maladies avec des gènes centraux et des maladies avec des gènes périphériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les maladies, si on disons, corrèle l'ensemble des maladies qu'on connaît à l'ensemble des gènes qui peuvent être impliqués dans ces maladies, on se retrouve avec un réseau que vous voyez représenté ici, dans lequel certains gènes jouent un rôle central et d'autres jouent un rôle périphérique. Donc, quand les gènes jouent un rôle central, donc ça peut s'étudier de cette façon-là, purement corrélative, quand un gène joue un rôle central, généralement, une mutation sur ce gène, donc au sein de ce réseau, une mutation sur ce gène peut avoir un impact sur un très grand nombre de processus en même temps. Et de ce fait, quand on est dans ce profil-là, on va avoir généralement des effets assez catastrophiques. Donc, la situation la plus fréquente étant quand il est vraiment très central, l'individu ou l'organisme n'est tout simplement pas bien. Quand c'est un peu moins central, on va avoir une maladie importante et plus fréquente. Quand les gènes sont plus périphériques, dans cette approche, ici sont représentés en bleu sur cette approche, lorsque les gènes et les protéines qui correspondent sont plus périphériques, on serait dans le modèle de ces maladies plus rares et plus hétérogènes dans la présentation. Okay. Je vais passer ça. Ils vont passer une de trop là. Ok. Alors, un deuxième ensemble de réflexions, je vais un petit peu vite, parce que je voudrais surtout voir dans les réflexions que je vais présenter là, lesquelles vous intéressent pour la discussion. Un deuxième élément qui me paraît intéressant, qui a fait réfléchir un certain nombre de mes collègues en philosophie de la médecine, c'est le contexte de la médecine de précision. C'est-à-dire la maladie rare est souvent associée à ce contexte, disons à cette approche de médecine de la précision, médecine de précision, pardon, qui voilà, a une chronologie un petit peu de cette idée dans laquelle je pense en particulier certains types de traitements ont joué un rôle important. La médecine de précision est souvent associée à cette idée qu'on va soigner un patient en particulier avec sa biologie particulière, ses caractéristiques particulières, etc. Mais il y a une autre façon de concevoir cette médecine de précision, qui est donc ces deux façons de la concevoir très différentes. La deuxième, c'est plutôt d'insister sur le fait qu'on va utiliser des traitements avec un effet beaucoup plus ciblé, des effets secondaires beaucoup moins importants, etc. Et là, dans cette approche-là, qui à mon avis est la plus cohérente et probablement la moins rhétorique, je pense qu'il y a un type de traitement en particulier qui a joué un rôle très important, qui sont les anticorps monoclonaux. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que médecine de précision est un concept très très général qui a souvent été utilisé
notamment dans des programmes de recherche ou dans des demandes de financement ou dans des stratégies rhétoriques pour s'équiper d'équipements coûteux. Dans le fond, il y a en fait une vraie justification à cette idée de médecine de précision, c'est l'existence, je pense, c'est l'existence des anticorps monoclonaux. C'est l'apparition de ce type de traitements qui sont effectivement très très différents de ce qui existait jusqu'à présent. Donc en d'autres termes, ce que je veux dire là, c'est que si on enlevait on va dire le vernis rhétorique qu'il y a sur médecine de précision, dessous, il y a une réalité qui est l'apparition de ces nouveaux traitements. Je pense que c'est ça qui justifie le fait qu'on puisse parler parfois d'une révolution. Mais autour de ça, il y a aussi d'autres choses et d'autres réflexions autour de la nosologie en particulier qui sont moins solides. Voilà. Donc en fait, de façon générale, de ce point de vue-là, ce n'est pas la maladie rare que j'aurais dû mettre, c'est la médecine de précision. Est un mauvais argument commercial, c'est-à-dire, c'est une chose assez bien représentée par cette vignette-là, c'est-à-dire qu'en fait, au fond, on n'a pas vraiment une approche, alors je mets médecine de précision, on pourrait dire médecine personnalisée, rien n'a vraiment été fait de ce point de vue-là, parce que tout simplement, c'est pas possible, voilà, la clinique est déjà une approche personnalisée, puisque vous traitez à chaque fois un patient individuel, évidemment, et il n'y a rien de nouveau quand on approche, quand on prétend adopter une démarche de médecine personnalisée, il n'y a jamais vraiment, il n'y a pas de vrai changement, on va dire, de ce point de vue-là. Le seul changement, encore une fois, c'est les traitements dont on dispose. Alors, de façon générale, c'est déjà très problématique de voir, quand on regarde le nombre d'entités nosologiques différentes qu'il y a dans la classification internationale des maladies, j'aime bien rappeler ce chiffre parce qu'on ne l'a pas toujours en tête, c'est déjà énorme, hein, c'est déjà beaucoup trop pour un seul médecin d'avoir tout ça en tête, heureusement qu'il y a des spécialités médicales, mais si en plus on devait subdiviser là-dedans en cherchant des sous-types très individualisés, on arriverait très vite à une situation qui serait probablement pas gérable. Alors, de façon générale, une entité nosologique, elle est conçue, je pense qu'en fait, il n'y a pas de définition très claire de ce que c'est qu'une entité nosologique. On sait, bien sûr, vous savez tous ce qu'est, mieux que moi, ce qu'est une entité nosologique, comment on s'en sert. C'est intéressant d'essayer de les conceptualiser, de voir comment elles sont construites. De façon générale, j'aime bien les diviser de la façon suivante. Il y a 4 éléments dans une entité nosologique qui jouent un rôle important. Le premier, c'est un élément d'étiologie. Le deuxième, c'est un élément de physiopathologie. Et j'aime bien distinguer les deux parce que je trouve que ne sont souvent pas clairement distingués. Souvent, on mélange un petit peu les deux. Donc, l'étiologie, c'est vraiment, là, au sens où je l'entends ici, c'est vraiment les facteurs extérieurs au processus de la maladie qui vont enclencher ou déclencher la maladie. Et quand je dis extérieur au processus, ça peut très bien être un gène. Ce n'est pas nécessairement un facteur de risque externe, ça peut être un gène. La physiopathologie, c'est le mécanisme de la maladie. La clinique, c'est bien sûr les effets de la maladie. Et ensuite, bien sûr, il y a un 4e élément qui fait aussi partie intégrante de l'entité nosologique, c'est la façon dont on le traite. On va illustrer ça dans un instant. Je pense qu'une chose qui est très importante et très intéressante à étudier aussi, c'est quelles fonctions ont ces entités nosologiques. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'un médecin distingue des maladies? Pourquoi est-ce qu'il dit, voilà, il existe quelque chose comme une maladie? Vous pourriez dire simplement, il existe des processus pathologiques très très différents qui prennent des voies à chaque fois individualisées dans chaque patient, etc. Pourquoi est-ce que vous regroupez ces processus dans des entités nosologiques? En fait, vous le faites parce que vous pouvez le faire seulement parce que c'est robuste, parce que ça tient, parce qu'il y a quelque chose de commun chez un patient, chez un autre, dans une population donnée, il y a quelque chose de commun. Et la question, c'est qu'est-ce que ces patients ont en commun? Et la réponse est toujours un peu de tout, c'est-à-dire un peu d'étiologie, un peu de physiopathologie, un peu de clinique, un peu de thérapeutique. Mais bien sûr, si on regarde chacun de ces éléments, il y a bien sûr énormément de variabilité. La clinique peut être assez variable, mais elle peut aussi présenter des choses assez robustes. Quand on compare, et comme vous le savez très bien sûr, il y a très peu d'entités nosologiques qui soient cliniquement extrêmement homogènes, et puis surtout des signes pathognomoniques, par exemple, il y en a très très peu. Donc c'est difficile en fait de construire une nosologie qui soit pertinente, correcte, etc., et qui tienne dans le temps.
c'est absolument indispensable. En fait, la vraie justification qui tient, c'est que je pense que la pratique médicale, de façon générale, serait impossible sans entités nosologiques. Donc, on a besoin d'entités nosologiques, même si elles ne sont pas robustes, même si elles évoluent dans le temps, même si c'est flou, même si c'est complexe. Sans ça, ça serait encore pire. Donc, c'est un élément important de la construction de la pratique médicale. Je dis ça parce que avec la médecine de précision, un certain nombre de chercheurs ont évoqué la possibilité qu'on se débarrasse du cadre nosologique et qu'on n'ait plus du tout d'entité nosologique, qu'on n'en ait plus besoin, qu'on puisse simplement avoir par exemple des biomarqueurs et passer directement à des traitements sans passer par la case diagnostic, et donc sans utiliser la notion d'entité nosologique. Je me souviens que notamment en ayant fait cours à des étudiants en médecine sur ces questions de médecine de précision, l'objection que j'avais très souvent était mais comment est-ce qu'on va juste apprendre la médecine si on n'a pas d'entité nosologique? Comment est-ce qu'on peut apprendre? Si on avait juste de la physiopathologie et de la physiologie, comment on pourrait juste apprendre? C'est indispensable simplement pour organiser nos connaissances. On a besoin de faire ça, même si c'était que pour ça, on a besoin de ça pour rentrer dans les choses, même si c'est pour remettre en question ces cadres-là par la suite. Il reste 5 minutes. Oui, ça sera suffisant. Un point intéressant, c'est que finalement, la seule chose qui est vraiment indispensable en médecine, c'est pas le diagnostic, c'est le traitement. Le diagnostic est une étape. Le traitement, c'est la seule chose vraiment indispensable. Enfin, indispensable. On prend en charge quand on n'a pas de traitement, et heureusement, mais c'est ça qu'on cherche, évidemment, et c'est ça qu'on essaie de faire. Et juste pour s'interroger sur à quel point les traitements, les entités nosologiques dépendent des traitements, j'aime bien utiliser cette petite expérience de pensée. Les philosophes aiment bien les expériences de pensée. Imaginons qu'un jour, on soit dans un univers dans lequel on a 2 traitements possibles, qui, à eux deux, suffisent à traiter absolument toutes les maladies existantes. Donc, on a réussi à simplifier les choses, et juste besoin mettons, on va simplifier encore plus, on a découvert un signe clinique qui nous permet de savoir si vous allez répondre au premier traitement ou au deuxième traitement. Il y a juste un signe clinique. D'accord ? Vous regardez l'œil de votre patient, et en 1 seconde, vous savez s'il faut lui donner la pilule rouge ou la pilule bleue, et si vous avez fait le bon diagnostic, il est guéri. Et donc, quand je demande aux étudiants, à votre avis, dans ce monde-là, combien y a-t-il de maladies? Qu'est-ce que vous avez tendance à répondre? Est-ce que vous répondez toujours, il y en a 17 000, ou est-ce que vous répondez, il n'y en a plus que 2? D'un côté, voilà, on voit bien qu'on peut répondre les deux. Hein. Ouais, on peut répondre les deux, bien sûr. Ce qui est intéressant, je trouve, dans cette expérience de pensée, c'est que ça montre la dépendance des entités nosologiques au traitement. On le sait, on a plein d'exemples historiques dans lesquels on identifie une maladie par le traitement. Parce qu'on a quelque chose qui est efficace, on se dit, OK, c'est là qu'est le problème. Donc, c'est ça qui nous permet de définir la physiopathologie et donc l'entité nosologique. Donc, je pense que, effectivement, ça c'est un point qui est très important. D'un autre côté, dans le monde réel, pas dans ce monde... Dans le monde réel, on voit bien, on n'arrivera probablement jamais à une situation dans laquelle on a 2 traitements, mais par contre, on pourrait avoir une situation dans laquelle on a des traitements. On a quelques traitements et finalement, on rabat toutes les entités nosologiques tout simplement sur l'arsenal thérapeutique qu'on a. C'est-à-dire, on va se dire, ça, c'est quelqu'un qui va être répondeur à ça et ça et ça, plutôt que de se dire, il a telle maladie, cette maladie répond généralement à ça, mais j'ai aussi cette option, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que ça met en évidence, si vous voulez, une tension entre 2 approches que vous utilisez, et en particulier en clinique, vous utilisez toutes les 2. C'est-à-dire, vous avez à la fois un raisonnement thérapeutique, est-ce qu'il va être répondeur par répondeur, et un raisonnement physiopathologique. C'est beaucoup plus complexe, et c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Alors, ça serait une approche théranostique, une approche maladie rare dans laquelle vous n'avez pas 2 traitements mais des tas, et c'est très courant. Ok, alors ça on va passer. Et je vais sauter à ma conclusion. Alors, je rappelle les quelques éléments de réflexion que j'ai donnés pour la discussion. Le concept de maladie rare, de façon générale, je pense que c'est vraiment effectivement plutôt un concept institutionnel qu'un concept vraiment à proprement parler médical, en tout cas au sens biologique ou physiopathologique.
mais ça n'empêche pas de réfléchir sur la biologie en fait de ces maladies rares. J'ai donné vraiment quelques pistes, mais très très esquissées. En parlant notamment du lien avec l'âge, par exemple, le processus de vieillissement, en parlant de sélection et d'évolution, comment est-ce que ces maladies sont apparues, en parlant de biologie des systèmes aussi, qui est une autre approche de ces questions. J'ai essayé aussi, c'est le troisième point, de montrer, ou disons d'esquisser aussi une réflexion autour de ce que ça nous dit des entités nosologiques. C'est-à-dire que ces maladies rares, effectivement, vont retrancher, pousser la nosologie, pardon, ou l'approche nosologique dans ces derniers retranchements. Et le dernier point, ce que les philosophes appellent des buts épistémiques d'une classification, c'est-à-dire une classification peut remplir plusieurs fonctions différentes. Ça peut être une fonction d'explication. Par exemple, vous avez des bonnes catégories qui vous servent à bien expliquer, c'est-à-dire que vous avez bien distingué quelque chose qui devient explicable parce que vous l'avez bien identifié. Mais ça peut être aussi une autre fonction épistémique, peut être par exemple de prédire, c'est-à-dire que vous avez des entités nosologiques qui permettent de prédire ce qui va arriver aux gens. Il y a des exemples intéressants, notamment dans la prise en charge je pense à un exemple de la prise en charge de certaines leucémies, dans lequel vous pouvez utiliser une classification de données pour prédire quel va être le devenir du patient, ses chances de survie, etc. Mais vous en utilisez une autre qui n'est pas du tout la même pour savoir quel traitement vous allez utiliser pour votre patient. Ça, c'est très, très paradoxal. Hein. C'est qu'en fait, vous avez tout simplement des classifications avec des fonctions très, très différentes. Donc ça, c'est intéressant. Les patients ne retombent pas nécessairement dans des catégories communes. Voilà, merci pour votre